Dans le grand rendez-vous cyber aujourd'hui, Marie-Odile Crinon, bonjour. Bonjour. Vous êtes administrative, je vais y arriver, je suis face administratrice du Clusif. Tout à fait. Il y a plein de pièges en fait dans cette phrase, je m'en ai pas rendu compte. Donc c'est l'association de référence aujourd'hui qui rassemble les acteurs de la sécurité numérique en France. Vous êtes aussi la présidente fondatrice d'MRC2, qui est un cabinet de conseil spécialisé dans l'anticipation des risques. À côté de vous, Jérôme Billois. Bonjour Jérôme. Bonjour. Expert cyber, évidemment, on vous connaît tous, associé au cabinet Wavestone et aussi expert en confiance numérique. Parce qu'on parle que de cybercriminalité, cybersécurité, mais il y a aussi la question de la confiance. Et également administrateur au Clusif. Donc on a une table ronde très Clusif aujourd'hui. Bon, parfait. On va commencer avec notre premier sujet, c'est est-ce que l'intelligence artificielle et la cybersécurité peuvent faire bon ménage ? Qui gagnera, les méchants ou les gentils ? Quand j'avais tendu mon micro à Guillaume Poupard, il nous avait dit qu'il faut faire en sorte que ce soit évidemment la protection qui l'emporte. Ça a été un sujet qui a été traité pendant le sommet de l'IA à Paris. Qu'est-ce que vous en retenez, Jérôme ? Ah oui, c'était un des axes du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle, vraiment sur cette notion de la confiance au sens large qu'on peut faire dans les systèmes d'intelligence artificielle, et surtout la confiance, comment on la mesure, comment on la met en œuvre. Parce qu'en fait, on voit que la technologie va très vite, il y a plein d'avancées quasiment quotidiennes, et on a la chance pour une fois qu'on s'intéresse à mettre de la sécurité, de la confiance dès le départ. Ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, ça nécessite aussi aux experts cyber et à toute la communauté d'arriver à suivre et d'arriver à monter aussi en compétence sur ces sujets-là. Et il y a eu une action particulièrement marquante lors du sommet de l'IA. Il y a eu un exercice de crise géant qui a été organisé au campus cyber par notre agence nationale de la cybersécurité, l'ANSSI. Plus de 200 joueurs, pour moitié des data scientists qui conçoivent les systèmes d'IA, pour moitié des experts cyber qui les défendent, qui ajoutent, et on a joué tous ensemble dans une vingtaine de cellules. Vous avez joué aussi ? Oui, j'ai la chance de faire partie de l'équipe aussi aux côtés de l'ANSSI. On était un des partenaires pour concevoir le scénario et on jouait aussi à justement analyser des attaques qui arrivent sur une IA, l'IA qui commence à dériver, l'IA qui envoie des données à l'extérieur, comment on le détecte, comment on va réagir. Après, des systèmes de reconnaissance vidéo aussi qui sont piégés, ça déclenche l'évacuation d'un aéroport. Enfin, voilà, on a fait un scénario qui se raccrochait finalement avec la vie réelle et qui était super intéressant. Et la bonne nouvelle, c'est que donc j'ai appris de l'ANSSI que l'ensemble des éléments vont être mis en open source pour la communauté. Très bien. Et voilà. Et donc, toutes les structures pourront réutiliser ces éléments pour le rejouer chez eux s'ils le veulent. Très important de s'exercer, ça dans la cyber, je crois qu'on ne répète jamais suffisamment. Comment est-ce qu'aujourd'hui, les responsables de sécurité dans les entreprises, les grandes entreprises, les entreprises de la tech, mais pas seulement, appréhendent cette IA qui arrive, qui se démocratise, qui est utilisée de manière plus ou moins contrôlée d'ailleurs dans les entreprises ? Comment c'est perçu aujourd'hui ? C'est perçu comme un grand risque ? Alors, je vais reprendre cette phrase du DG de l'ANSSI, de Vincent Strubel. Il y a les marchands de rêve et les marchands de peur. Et en fait, il faut arriver à concilier un petit peu les deux. Bien sûr que l'IA est un progrès, est utile aux entreprises, comme vous le rappeliez, et on l'a vu pendant le sommet de l'IA. Mais en fait, il faut arriver, je dirais, à la canaliser, et à la canaliser dès le départ. Donc, c'est un peu ce qu'on disait, la Securia, etc. Et ce qu'il y a de très positif aujourd'hui, et je vais reprendre le sommet de Paris, bien sûr, il y a eu cet exercice de crise, mais il y a eu un certain nombre de documents très pratiques qui ont été publiés à ce moment-là pour justement aider les spécialistes cyber en entreprise. Je vais reprendre deux documents, celui de l'ANSSI, justement, qui est une espèce de guide pratique de comment on peut développer une IA sécurisée. Et puis, il y a le Clusif aussi, qui a donné un modèle de politique de sécurité de systèmes d'information pour les systèmes d'IA, aussi bien le parti développement que la partie déploiement, donc pour aider les experts cybersécurité en entreprise à développer et justement à canaliser cette peur que peuvent avoir certaines équipes. Sans freiner les usages en fait, parce que c'est ça aussi. C'est ça absolument je dirais le challenge aujourd'hui, c'est d'arriver à montrer que la cybersécurité n'est pas un coût mais est un investissement. Et il y avait un très bon article cette semaine là, sur le rôle un petit peu des RSSI par rapport au conseil d'administration, où les administrateurs disent mais nous on est très ouverts à recevoir les RSSI et à discuter, mais qui nous démontre effectivement c'est un investissement et pas un coût pour en faire quelque chose de positif. Oui. Et comment on démontre ça alors ?
Ça, c'est une très bonne question. C'est le terme du retour sur investissement de la cybersécurité qu'on a depuis des années. Avec, d'un côté, on peut calculer, on commence à avoir des méthodes qui permettent de calculer finalement la perte qu'on a évitée. Donc c'est des logiques de gestion de risque financière qui sont répliquées dans le domaine de la cyber. Ça s'appelle la quantification cyber. De la simulation avec des IA, c'est ça? Alors c'est de la simulation mathématique. On a une très bonne start-up en France qui s'appelle Citalid et qui permet de faire ça et qui permet justement de transformer la cyber d'un aspect très qualitatif, attention les attaques, les risques, etc., dans un aspect plus quantitatif. Si on fait ça, on va éviter tant de millions d'euros de risques. Voilà, donc c'est des choses assez naissantes, mais c'est un bon point. Et le deuxième point pour montrer la valeur de la cyber, c'est qu'à un moment, on peut aussi utiliser la cyber pour vendre mieux ses produits. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui arrive chez tous les grands industriels. Par exemple, un fabricant de matériel industriel, un fabricant de trains, un fabricant d'avions, quand il va vendre son matériel, devoir répondre à des annexes cybersécurité. Et ça, c'est assez nouveau, finalement, dans les appels d'offres. Là, vous me dites merci la réglementation. Oui, mais aussi merci les acheteurs parce qu'ils voient. Ouais. Je veux dire, quand la région Île-de-France achète des trains pour nous emmener tous les matins au travail, elle pense à dire, au fait, ils sont cybersécurisés ces trains. Et de l'autre côté, le fabricant du train, lui, se dit, OK, je vais me différencier grâce à la cyber que je mets dans mon train. Je ne vais pas juste dire, oui, c'est bien sécurisé, vous en faites pas. Il va le démontrer, il va peut-être le démontrer mieux que ses concurrents. Et donc, la cyber peut amener une valeur pour le business parce qu'elle va aider à mieux vendre. Jusqu'au bout du fil, elle peut même vendre de la cyber dans ses offres. On a vu les assureurs font de la cyberassurance avec les équipes cyber. Les équipementiers industriels aujourd'hui vendent des équipements de cyber ou du conseil cyber. Et donc, en fait, la cyber est en train tranquillement de passer d'un centre de coût finalement à un centre de profit dans certains secteurs. Et ça change complètement la relation avec le conseil d'administration. Alors, je voulais aussi vous interpeller sur une marche arrière. J'ai mis un point d'interrogation quand même sur le chiffrement, puisqu'on voit qu'au Royaume-Uni, Apple a préféré finalement retirer tout chiffrement de ses services plutôt que d'accepter d'installer une porte dérobée, une backdoor, qui considère comme affaiblissant finalement la sécurité de ces logiciels. En France, on a une proposition de loi contre le narcotrafic qui a été approuvée par le Sénat et qui veut obliger justement les messageries à fournir le contenu des discussions, ce qui engage de fait finalement d'installer des backdoors, donc de fragiliser ce chiffrement. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un consensus et j'ai envie de dire, il y a un mouvement qui s'est créé au sein des acteurs de la cybersécurité pour expliquer où était la fragilité finalement de ce genre de décision? Je voudrais revenir sur l'affaire britannique que vous évoquiez en introduction. Donc effectivement, la ministre de l'Intérieur, Yvette Cooper, a demandé à Apple, pour pas les citer, de pouvoir mettre des backdoors sur leur système. Et en fait, on a l'impression qu'au terme d'une négociation entre guillemets, finalement, Apple a préféré abandonner le chiffrement de bout en bout pour une partie, c'est-à-dire pour les photos, les mémos, mais à contrario, sur tout ce qui est information de santé, de paiement et autres, ça demeurera. Donc on a l'impression que c'est un check and balance qui s'est établi de dire... Bon, alors, deux commentaires là-dessus. D'abord, ça ouvre une porte, c'est clair, sur d'autres pays. Qu'est-ce que va faire Apple et d'autres dans d'autres pays, ou qu'est-ce qu'on va leur demander de faire. Et plus globalement, c'est un petit peu le problème de l'équilibre entre protéger la vie privée et assurer la sécurité. Ce qu'il me semble aujourd'hui, c'est finalement, on essaie de dire qu'on assurera mieux la sécurité des gens en abandonnant ces chiffrements et autres. Mais finalement, j'allais dire, les méchants, les pirates, les narcotrafiquants que vous citiez et autres, ils vont trouver d'autres canaux. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train finalement de s'attaquer aux 80% de protection de vie privée pour essayer d'assurer 20% de sécurité en plus, qui finalement ne va peut-être pas arriver à l'objectif? C'est quand même une question qu'il faut avoir aujourd'hui dans ces discussions. Mais alors j'entends que c'est une question, donc pas de consensus au sein de la communauté cyber ou sécurité pour dire que s'attaquer au chiffrement, c'est potentiellement en fait un risque. Alors, oui, il y a un consensus quand même pour dire que c'est un risque à grande échelle. Il y a beaucoup de débats sur effectivement les raisons pour lesquelles on pourrait le faire qui sont parfois justifiées, parfois injustifiées. Donc c'est extrêmement compliqué. Par contre, ce que je voudrais vraiment insister, c'est ce que disait Marie-Odile. Casser le chiffrement,
pour les gens qui veulent vraiment garder des communications sensibles, ils arriveront toujours à en trouver ailleurs. Parce que les principes du chiffrement sont des choses qui sont mathématiques, qui sont ouvertes, qui sont connues de tous, et donc quelqu'un d'autre, de malveillant, peut créer un système de chiffrement. Et on a vu des groupes de criminels créer des messageries instantanées dédiées aux criminels. Après, ce qu'on nous dit, oui, mais bon, il faut leur mettre le plus de bâtons dans les roues possible. Oui, mais honnêtement, c'est pas ça qui va les embêter. Les embêter le plus. Donc je pense qu'on prend un risque pour l'ensemble de la population. Et on voit quand même aujourd'hui la montée des tensions. Vous parlez de quel risque? Le risque sur la protection de la vie privée ou vous parlez d'un risque cyber? En plus, un risque sur la protection de la vie privée. Pas de risque cyber pour vous? Si, il y a toujours un risque cyber, parce qu'en plus, quand on crée une porte dérobée, ça veut dire qu'il y a quand même une serrure et une clé quelque part. Et donc cette clé, à un moment ou à un autre, elle va être volée, elle va être comprise, elle va être elle-même... C'est ce que disent aujourd'hui les grandes plateformes de communication numérique qui nous disent mais c'est une fragilisation de nos systèmes de sécurité. Ah oui, tout à Clairement. fait. Mais aujourd'hui, on voit bien que les cybercriminels arrivent quand même à attaquer tout un chacun en attaquant nos téléphones, en attaquant nos PC, etc. Donc mettre une backdoor serait un moyen en plus pour eux, peut-être d'accéder aux informations. Malheureusement, ils y arrivent déjà. Le vrai risque, à mon sens, à moyen terme, c'est plus un risque sur la protection de la vie privée, finalement de la confidentialité de nos échanges individuels dans un monde qui se tend et où les situations géopolitiques sont de plus en plus complexes. Voilà. Est-ce que vous avez des discussions en tant que, justement, inclusif, représentation officielle d'un secteur avec les politiques pour les éclairer sur ces sujets? Tout à fait. Oui, on a encore récemment été là avec le Clusif au Sénat, avec le député Philippe Latombe et d'autres personnes politiques pour avoir ce type d'échange, éclairer un petit peu, je dirais, leur position et ce qu'ils souhaitent pousser. Ça peut être des propositions de loi, ça peut être des réflexions et autres. Donc effectivement, on est très actifs dans ces domaines et trouver un équilibre. Alors c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Il y a le Cloud Act aux États-Unis, par exemple. Oui. Qui permet aux États-Unis d'aller chercher de la donnée, même en dehors de leur géographie, ce qui n'est pas le cas là sur ce qui se passe en Angleterre. Il faut quand même le rappeler, c'est cantonné à l'Angleterre. Donc effectivement, c'est quelque chose sur lequel on essaie d'éclairer les décisions et les positions pour bien faire comprendre les enjeux, les équilibres dans nos démocraties. C'est des équilibres qui sont extrêmement fragiles. L'actualité nous le montre tous les jours. Pour pouvoir... et on a une actualité, je voulais aussi qu'on en parle sur le quantique qui va pas simplifier les choses dans la cyber, non? Alors oui, Jérôme. Il y a beaucoup d'annonces. Là, il y a eu particulièrement des annonces de Microsoft sur des nouvelles technologies qui rendraient la fabrication d'ordinateurs quantiques plus facile. Et on sait que les ordinateurs quantiques vont avoir la capacité de calcul suffisante pour casser justement le chiffrement. Le chiffrement au sens large, celui qu'on utilise sur nos cartes de paiement, sur nos téléphones, etc. Donc ça fait poser un risque assez important quand même sur l'ensemble de la confiance numérique. Vous, quand vous entendez toutes ces annonces, Microsoft, Google, vous faites pas « Waouh, hipipi pourra, c'est génial le quantique », non? J'ai deux lobes de mon cerveau qui s'opposent. Il y en a un qui me dit « Excellent, on va avoir des nouvelles technologies qui vont répondre à des problèmes et qui vont permettre d'amener des capacités de calcul géniales pour des problèmes dans la santé, dans l'industrie, etc. » D'un autre côté, il va falloir faire quelque chose sur le chiffrement. L'avantage, c'est que là, on sait quoi faire. Il faut qu'on change nos algorithmes de chiffrement. Il faut qu'on prenne dans tous nos équipements numériques le moteur de chiffrement, on l'enlève, il est trop vieux, il ne marche plus, et on en met un nouveau. Voilà. Et c'est ce qu'on peut faire depuis l'été dernier, parce que les nouveaux moteurs de chiffrement ont été validés par l'organisme de normalisation aux États-Unis. Et là, on va être dans un chemin à horizon 2030, c'est les dates aujourd'hui qui sont données par les organismes de normalisation entre 2030 et 2035. On va être dans un chemin où on va justement changer un par un, quelque part, les moteurs de chiffrement. Ça se fera sans douleur pour les utilisateurs. Okay. Apple, aujourd'hui, quand on envoie des e-messages, utilise déjà, typiquement, un chiffrement qu'on appelle post-quantique, qui résiste à l'ordinateur quantique. Voilà. Et personne n'a vu, le jour où ils ont fait la migration, on a envoyé nos messages, ça marche toujours. Par contre, pour les équipes du numérique, dans les grandes structures, chez tous les offreurs, tous les utilisateurs, etc., là, il y a beaucoup de boulot, qui va être un boulot un peu en soute, et qui peut être un peu difficile aussi à valoriser. Un travail en soute, pour moi, ça fait 40 ans que je suis dans la tech. Alors d'abord, moi, je suis d'un naturel optimiste. Donc le quantique, je dis bien, effectivement, avec les mesures que Jérôme vient de décrire.
Bon, on a connu le bug de l'an 2000 où effectivement on a fait quand même pas mal de travail en soute aussi pour permettre pour que ça se passe bien. Pour que ça se passe bien, et finalement ça s'est plutôt bien passé. On peut espérer que sur le quantique, on est prévenu quand même, hein, parce que le quantique aujourd'hui, on commence effectivement à avoir quelques ordinateurs, quelques solutions. Jérôme évoquait Apple, etc. On n'en est quand même qu'au début. Quand on reprend l'annonce de Microsoft aujourd'hui, c'est effectivement une nouvelle puce, hein, à base d'indium et d'aluminium. Petit détour par les métaux rares, hein, dont on parle beaucoup dans la géopolitique aujourd'hui quand même. On voit que Google avait fait aussi une annonce sur Willow. On voit que IBM reste très actif dans ce domaine-là. Donc je dirais que les grands de la tech sont très actifs. Mais on a un chemin. Pour y aller. Il y a des algorithmes post-quantiques, il y a de la techno, il y a de la recherche sur de la techno. Donc je dirais que je suis plutôt optimiste et positive. Le seul risque, c'est de se dire on a le temps de voir venir et d'attendre un peu la dernière. Juste un dernier mot, peut-être. On parlait des acteurs américains. On a aussi un écosystème quantique en France qui est très développé, soit des sociétés comme Alice et Bob, Pascal, etc. Et même en cyber, vous pouvez regarder une start-up qui s'appelle CryptoNext, qui justement a développé des algorithmes qui sont reconnus mondialement et qui permettent d'implémenter les bonnes recommandations et de faire migrer tout ça. C'est bien parce que dans la tech, on finit par être optimiste à chaque fois. On termine sur une note positive. Merci beaucoup, Jérôme Billois de Wavestone et Marie-Odile Crinon de MRC2. Merci encore pour vos éclairages. Merci. On continue, vous restez avec nous, on va s'intéresser au monde du libre.